Accueillir ce matin Monsieur Patrick Martin, président du mouvement des entreprises France-MEDEF, du MEDEF, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, Monsieur François Asselin, qui, devant nous quitter, sera ensuite remplacé par Madame Stéphanie Posard, vice-présidente, qui sera en visio. Et enfin, nous accueillons le coprésident du mouvement des entreprises de taille intermédiaire, le METI, Monsieur Philippe Dornano. Merci à vous trois pour votre présence. Mesdames et messieurs, je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous souhaitions en effet recueillir pour la première réunion plénière de notre délégation de cette législature votre analyse de la situation économique de notre pays et de ses conséquences sur les entreprises françaises. La délégation aux entreprises est une instance jeune, tout juste 9 ans, mais elle a déjà travaillé avec une grande énergie, une détermination sans faille pour mener à bien ses missions et faire remonter les attentes et les difficultés des entreprises de nos territoires, en particulier les TPE, PME et ETI. Votre présence ici, messieurs les présidents, est la preuve que le dialogue direct que nous avons établi avec les chefs d'entreprise est la clé du succès des politiques publiques ayant un impact sur les entreprises au service de l'emploi et du développement économique de notre pays. Comme mes collègues le savent déjà, je ferai de la simplification le cheval de bataille de mon mandat de président de la délégation. Je déposerai prochainement d'ailleurs une proposition de loi traduisant les préconisations de mon récent rapport sur la sobriété normative. Mais en attendant, je ferai tout ce qu'il est possible de faire pour pallier les carences abyssales des études d'impact dans les projets de loi qui nous sont soumis. Et pour cela, je vous propose de montrer au gouvernement qu'il est possible de mettre en œuvre des tests PME. Ainsi, je solliciterai vos organisations lorsque nous aurons besoin d'une évaluation chiffrée, fiable, réaliste, pour apprécier l'impact de certaines dispositions applicables aux entreprises. Ce serait ainsi une expérimentation précieuse pour l'avenir, si vous en êtes d'accord. Et vous pourrez également nous apporter votre expertise sur les prochains travaux de la délégation qui concerneront, on l'a désigné les rapporteurs ce matin, le foncier économique, la directive dite CSRD, les entreprises et le climat, et enfin la question du financement de l'entreprise de demain. Pour en revenir au sujet de notre table ronde, nous savons que la conjoncture est difficile, avec des cours des matières premières qui restent élevés, des taux bancaires en hausse et un cadre réglementaire toujours plus contraint. Peut-être pouvez-vous chacun, pour les entreprises que vos organisations représentent, nous offrir votre regard rétrospectif sur cette année 2023 et surtout votre analyse prospective pour 2024. Quels sont les défis majeurs, les priorités et les principales inquiétudes des entreprises françaises? À cet égard, le Sénat débutera dans quelques jours l'examen du projet de loi de finances pour 2024, qui contient de nombreuses mesures ayant un impact sur les entreprises. Comme c'est de plus en plus souvent le cas, a fortiori avec le recours à la procédure du 49.3, merci, avant même le début du débat budgétaire cette année, plusieurs dispositions importantes ont été intégrées par amendement sans étude d'impact, ni examen parlementaire approfondi. Je pense notamment à des dispositions relatives à l'augmentation du versement mobilité en Île-de-France, ou bien une nouvelle taxe incitative sur les carburants. Nous y voyons aussi quelques avancées positives, notamment sur le pacte Dutreil en matière de transmission d'entreprise aux salariés. Et si d'autres incertitudes persistent sur d'autres amendements concernant Dutreil, ou concernant le financement des jeunes entreprises innovantes. Mais d'autres menaces semblent se profiler et je vous laisserai les évoquer. En préparation de l'examen du budget du Sénat, nous souhaiterions donc recueillir votre sentiment sur ces nouvelles mesures et si vous êtes en mesure de l'estimer sur l'impact concret qu'elles auront sur les entreprises françaises. Je vous laisse donc sans plus attendre la parole pour un propos liminaire à peu près de 8 minutes chacun, afin de nous laisser la possibilité d'échanger et de réagir à vos propos, étant entendu que nous devons conclure à 9h15. Je rappelle que cette table ronde est retransmise en direct sur le site internet du Sénat, puis en vidéo à la demande ensuite. Je voulais juste préciser à mes collègues que si vous pensez pouvoir poser des questions, si vous avez des questions à poser à nos intervenants, il serait bien dès maintenant, au fur et à mesure, de vous manifester auprès de Stéphanie ou des autres administrateurs, qu'on puisse établir une liste et avancer au fur et à mesure. Merci. Messieurs, je vous laisse la parole. On va commencer par vous, Monsieur Martin.
Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureux de pouvoir m'exprimer devant vous. Je voudrais commencer par saluer, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, le récent rapport que vous avez produit effectivement sur la simplification administrative, dont nous partageons intégralement les analyses et les propositions. Donc nous nous tiendrons à votre disposition effectivement pour travailler sur ces sujets qui sont absolument centraux. Étant rappelé que le MEDEF représente 190 000 entreprises dans tous les secteurs d'activité, tous nos territoires, et avec un effectif moyen de 50 salariés, nous avons une perception en temps réel, en réalité, des sujets qui nous occupent ce matin et sur lesquels vous m'interrogez. Je voudrais commencer par attirer votre attention sur un point qui, me semble-t-il, dans le débat public français n'est pas suffisamment souligné, qui est l'écart qui se creuse extrêmement rapidement entre d'une part l'Union européenne, d'autre part les États-Unis et la Chine. C'est assez spectaculaire en matière d'investissement, c'est assez spectaculaire en termes de croissance. Vous avez comme moi pris connaissance des récents chiffres de croissance des États-Unis, plus 4,9%, déjouant tous les pronostics. Mais au-delà de ça, je voudrais rappeler que si en termes de PIB, par rapport au PIB mondial, l'Union européenne et les États-Unis pèsent à peu près le même poids, de l'ordre d'un quart, en matière d'investissement, l'Europe ne représente plus que 15% de l'investissement mondial, quand les États-Unis sont déjà à plus de 30% et accélèrent extrêmement rapidement. Ce que je veux dire par là, c'est que la période que nous traversons, au-delà de la conjoncture à proprement parler, se traduit par un creusement des écarts structurels entre nos différents pays. Et quand je signale le niveau extrêmement élevé et l'accélération extrêmement soutenue de l'investissement aux États-Unis, je pense à tous les secteurs d'activité. On peut parler de secteurs dits traditionnels, l'automobile par exemple, mais je pense bien évidemment à des secteurs qui engagent notre avenir dans le digital et dans les biotechnologies. Je crois qu'il faut qu'on ait tous en tête cette donnée parce que nos débats franco-français méritent d'être éclairés au regard de ce qui se passe à l'échelle mondiale. C'est un premier point. Sur la conjoncture à proprement parler, il y a une dégradation, elle est quasiment généralisée. Le seul secteur, de notre point de vue, qui continue à se comporter de manière extrêmement favorable est l'aéronautique, avec des carnets de commandes à très long terme et qui se remplissent jour après jour. Donc d'une manière générale, la filière aéronautique est en bonne santé, même si tel ou tel de ses acteurs peut éprouver quelques difficultés. Partout ailleurs, nous constatons une dégradation, que ce soit dans la distribution avec une baisse de la consommation, une baisse en volume et progressivement une baisse en chiffre d'affaires, que ce soit dans l'industrie et que ce soit dans les services dorénavant, et puis de manière absolument critique dans toute la filière construction. Nous sommes extrêmement préoccupés par cette situation qui bien sûr impacte directement les acteurs de la filière construction, le bâtiment, tout son amont industriel, toute sa périphérie en termes de services, avec des perspectives qui sont extrêmement préoccupantes en termes d'activité. Juste pour situer les choses, notre pronostic c'est que au global des activités du bâtiment, entre le neuf et la rénovation, il y a une probabilité de baisse d'activité de l'ordre de 10%. Si un secteur qui pèse 8% du PIB national est en baisse de 10%, si je calcule bien, ça a un impact sur le PIB global de 0,8 points. Et nous sommes assez inquiets, assez d'ailleurs incompréhensifs au regard d'une forme d'inertie ou parfois même de déni de la part de l'exécutif s'agissant de cette filière qui, on le sait dès à présent, en 2024 détruira des emplois alors même qu'elle en a beaucoup créé ces dernières années et que notamment au titre de la rénovation énergétique, elle devrait au contraire être en plein boom. Je finis sur ce développement sur le logement en rappelant que bien sûr c'est l'enjeu de la filière à proprement parler, mais ça va bien au-delà. C'est un enjeu évident, enfin malheureusement pas évident pour tout le monde en termes de pouvoir d'achat. Bien sûr que nos entreprises font leurs meilleurs efforts pour revaloriser les salaires, mais il ne serait pas inintéressant de s'occuper de ce qui représente 40% des dépenses contraintes des ménages, modestes en tout cas. Et on peut aussi agir, si on veut développer le pouvoir d'achat, sur les dépenses autant que sur les recettes. Et puis par ailleurs, c'est un enjeu absolument critique en termes de mobilité professionnelle. Je rappelle que 60% des salariés ou des chômeurs hébergés en logement social se disent prêts à renoncer ou à refuser une opportunité professionnelle induisant un déménagement de peur, et ils ont raison, de ne pas pouvoir se reloger dans des conditions économiques, donc en logement social. Donc un panorama conjoncturel qui se dégrade. Je rappelle que le PMI manufacturier
n'est plus qu'à 42,6 points, en baisse de nouveau sur le mois d'octobre d'1,6, étant rappelé que la tendance de longue période, c'est 50. Donc nous sommes significativement en deçà de cette tendance de longue période et au niveau le plus faible s'agissant de ce PIB manufacturier depuis le mois de juin 2020. Les services qui jusque-là tenaient plutôt bien sont eux-mêmes en dessous de la moyenne de longue période à 46,1. Donc un climat conjoncturel qui est préoccupant, évidemment impacté par le niveau des taux d'intérêt. Notre pronostic étant, je crois qu'il est largement partagé, que la Banque Centrale Européenne, après les 10 hausses auxquelles elle a procédé de ses taux directeurs, ne baissera pas ses taux avant au plus tôt la fin du premier semestre 2024. En regard, nous sommes très interrogatifs, pour tout vous dire, très inquiets quant à un certain nombre de décisions en cours d'examen ou d'ores et déjà prises par les pouvoirs publics. Notre premier sujet de préoccupation est l'étalement de la baisse, de la disparition de la CVAE. Je rappelle que cette suppression de la CVAE à hauteur de 9 milliards d'euros devait intervenir intégralement en 2023, que dans un premier temps elle avait été étalée sur 2023-2024. À la fin des fins, si les engagements sont tenus, cette suppression de la CVAE sera opérée sur 5 ans. Il y a de récents rapports, il y a dire une pile de rapports qui établissent que la distorsion de concurrence qui existe entre la France et les pays voisins en matière d'impôts de production est un facteur de dégradation de la compétitivité de nos entreprises absolument catastrophique. Il y a un deuxième facteur de grande inquiétude qui ne dépend, si vous me permettez, ni de vous ni du gouvernement, c'est le récent arrêt de la Cour de cassation imposant dorénavant des congés payés sur les arrêts maladie. Alors c'est la transposition directe, en l'occurrence à travers cet arrêt de la Cour de cassation d'une directive, on le sait, directive européenne qui date de 2003. C'est un coût annuel pour nos entreprises de 2 milliards d'euros. C'est un renchérissement du coût du travail de 2 milliards d'euros, sans parler de ce que probablement nous serons tenus de faire, c'est-à-dire provisionner ces congés payés sur l'antériorité en matière de prescription salariale, c'est-à-dire 3 ans. Il y a tout lieu de penser, on le saura très rapidement, que les commissaires aux comptes imposeront aux entreprises de provisionner donc 6 milliards d'euros au même moment où leurs comptes se dégradent du fait de la conjoncture. Énorme sujet de préoccupation. Très sincèrement, on ne voit pas la solution. Il y a par ailleurs un certain nombre de dispositions législatives en cours d'examen qui nous préoccupent beaucoup. Je veux parler, vous y avez fait référence, Monsieur le Président, à l'augmentation du versement mobilité en Île-de-France. Je rappelle que du seul fait de l'effet base, c'est-à-dire l'augmentation de la masse salariale, les entreprises franciliennes qui d'ores et déjà payent 5 milliards d'euros au bénéfice des transports publics de proximité auront une augmentation de ce versement mobilité de 400 millions d'euros. La mesure qui est envisagée de rehaussement du plafond déjà dérogatoire du versement mobilité en Île-de-France correspondrait lui aussi à une augmentation du versement mobilité de l'ordre de 400 millions d'euros. Et pour être très franc, même si les pouvoirs publics s'en défendent, notre pronostic est que ce qui se passerait en Île-de-France dans un premier temps se propagerait à l'ensemble du territoire national dans un deuxième temps. Pour avoir parlé avec Madame Vassal à Marseille il y a quelques jours, elle attend avec impatience la généralisation de cette mesure. En clair, ça renchérirait le coût du travail de 1 milliard d'euros par an pour nos entreprises. Grosse préoccupation également s'agissant des propositions du député Marc Ferracci concernant le bandeau famille. Les études sur lesquelles se fonde cette proposition sont partielles. Je rappelle qu'elle consiste à dire que les allègements de charges sur ce bandeau famille entre 2,5 et 3,5 SMIC n'ont pas eu d'effet en termes de création d'emplois. Nous sommes très dubitatifs quant à ces conclusions, mais quoi qu'il en soit, ce raisonnement ne prend pas en compte l'enjeu de compétitivité. Si cette mesure devait effectivement être prise sous une forme ou sous une autre, elle impacterait prioritairement les secteurs les plus exposés à la concurrence internationale. Je veux parler de l'industrie, je veux parler de l'ingénierie, je veux parler d'un certain nombre de métiers de services, je veux parler également des métiers financiers qui par excellence sont exposés à la concurrence internationale. Donc ce serait un nouveau coup de canif dans la politique de l'offre et une nouvelle altération de la compétitivité de nos entreprises sur les segments d'activité qui, dans le cadre de l'économie de la connaissance, alors même que nous savons devoir
tirer vers le haut la valeur ajoutée de nos entreprises sont les plus déterminantes. Je continue mon inventaire en vous signalant que nous allons devoir procéder à une augmentation du taux de cotisation AGS. Je sais que le sujet va être évoqué dans un second temps. C'est évidemment lié à l'augmentation du nombre de défaillances d'entreprises, lesquelles défaillances progressivement touchent une taille d'entreprise de plus en plus importante. Et donc nous n'aurons pas d'autre solution, c'est un régime purement patronal, je le rappelle, nous n'aurons pas d'autre solution que de rehausser cette cotisation AGS d'un 10e de point. Pour être très clair là aussi, ça veut dire plus de 700 millions d'euros d'augmentation du coût du travail l'année prochaine. Si je mets bout à bout ces différents facteurs, dont, je le redis, les conséquences de cet arrêt de la Cour de cassation, sans même que nous ayons décidé la moindre augmentation de salaire, le coût du travail va augmenter l'année prochaine de l'ordre de 4 milliards d'euros. Ça n'est pas le meilleur moment et je me permets de vous inviter à être très attentif à tout ce qui relève de la décision législative. Deux autres points de préoccupation, évidemment les financements. Alors les chiffres d'une certaine manière sont assez rassurants. Je veux dire par là que les mises en place de crédit et les demandes de crédit de la part des entreprises ne s'effondrent pas. On a d'ailleurs vu le mois dernier que, à notre bonne et grande surprise, les investissements des entreprises continuaient à progresser. Mais il y a malgré tout une restriction du crédit et puis bien évidemment un renchérissement du crédit. Il semblerait que cette année, les frais financiers représentent dès à présent plus de 10% de l'excédent brut d'exploitation des entreprises, c'est-à-dire 3 à 4 fois plus que leur niveau il y a 3 ou 4 ans, avec évidemment des taux de référence qui étaient historiquement extrêmement bas. L'énergie, autre gros sujet de préoccupation, la solution qui se dessine au niveau européen et par ailleurs au niveau français. On suit évidemment avec la plus grande attention des discussions entre l'État et lui-même, je veux dire entre l'État et EDF, sont plutôt encourageantes, mais il y a lieu que les solutions se confirment dès les prochaines semaines, parce que c'est évidemment un grand sujet de préoccupation pour nos entreprises, celles qui sont plus exposées à la concurrence internationale. J'ai évoqué tout à l'heure la dynamique d'investissement et de production aux États-Unis. Ayons tous en tête que dans certains secteurs, les entreprises qui en ont la capacité sont d'ores et déjà en train de transférer de la production et des investissements aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y a le dispositif puissant d'incitation à l'investissement. Je parle bien évidemment de l'Inflation Reduction Act, mais il y a également le prix de l'énergie qui demeure à ce jour 3 à 4 fois inférieur à celui auquel on peut accéder en France et dans l'Union européenne. Donc, grande attention s'agissant de ce sujet de l'énergie. Enfin, pour surajouter, je dirais, aux préoccupations qu'ont les chefs d'entreprise, les débats en cours sur la remise en cause du pacte du trade pour les entreprises patrimoniales, bien sûr, sont extrêmement préoccupantes et de nature à suspendre un certain nombre de décisions, y compris d'investissement. Donc, pour me résumer, un panorama qui est assez préoccupant, alors même que nos entreprises sont parfaitement conscientes des opportunités et de la nécessité de se réinventer en perspective de la neutralité carbone, alors même que nos entreprises ont en interne des talents remarquables. La France reste un pays extrêmement innovant, et alors même que la dynamique de création d'entreprises en France reste bonne. Il ne faudrait pas dissuader les bonnes volontés. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Asselin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci d'abord de cette rencontre. C'est toujours important de faire un point le plus exhaustif possible. Je vais essayer de ne pas trop répéter ce qu'a dit Patrick parce que sa présentation a été vraiment très large. Oui, ça ralentit. On a été, pendant la crise Covid, soutenu. Et là, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que lorsqu'on entend dans les médias parler des milliards versés aux entreprises, soyons clairs, ces milliards, c'est à 90% des mesures de financement, des mesures d'endettement. Il a fallu décaler les charges sociales et fiscales. Nous avons eu, heureusement, les prêts garantis par l'État. Mais comme son nom l'indique, c'est un prêt. Et maintenant, il faut rembourser ces dettes. Donc les entreprises n'ont pas encaissé, sauf celles, bien évidemment, qui étaient fermées administrativement, les secteurs S1 et S1 bis, rappelez-vous à l'époque les restaurateurs, il n'y avait pas d'autre solution de toute façon. Mais pour le reste, à savoir l'immense majorité des entreprises, eh bien maintenant nous devons rembourser ce que nous avons emprunté ou décalé. Dans un contexte où l'activité commence à ralentir fortement, nous sommes d'ailleurs un peu surpris à la CPME de voir la dynamique du ralentissement. On a l'impression que ça s'accélère ces dernières semaines. Ça veut dire que certaines entreprises qui étaient plutôt solides
à l'entrée de la crise, eh bien, commence à se fragiliser et on commence à avoir des problèmes de remboursement de prêts garantis par l'État, pas simplement dans les TPE, mais aussi dans les PME. Ça monte en gamme, si je puis dire. Alors, on ne s'en rend pas trop compte parce que les chiffres effectivement versés par la Banque de France sont à peu près dans la prévision, à savoir 4,4% de sinistres par rapport aux prêts garantis par l'État qui ont été souscrits par les entreprises. Mais ce qui se passe en fait, c'est que les entreprises font tout pour rembourser leur PGE. Et je vais vous expliquer pourquoi elles font tout. Mais en même temps, elles commencent, et c'est pour ça que je pense que sur l'investissement, je commence à être un petit peu inquiet, elles commencent à figer tout ce qui peut être investissement productif. Et pourquoi font-elles très attention à rembourser leur PGE? D'abord parce qu'un chef d'entreprise aime bien rembourser ses dettes, premièrement. Mais deuxièmement, vouloir étaler son PGE au-delà de la durée légale d'amortissement, eh bien, c'est la mise en défaut Banque de France de l'entreprise. Et vous savez qu'une mise en défaut de Banque de France d'une entreprise, c'est la fuite des assureurs crédits, c'est l'accès au crédit qui est terminé, et donc c'est une pilule létale, même si, eh bien, on va dire on va vous accompagner. Eh bien, non, malheureusement, c'est très compliqué de s'en sortir. C'est pour ça que depuis très longtemps, la CPME, nous militons pour faire en sorte, et de façon, on va dire, discrétionnaire, il y a la médiation du crédit qui peut s'en charger, pour les entreprises qui restent sur un marché où il y a de l'activité, un marché porteur, mais qui sont dans une situation d'endettement, où le seul problème, c'est la durée d'amortissement du PGE. Je vous rappelle, c'est 2 ans de franchise plus 4 ans, ou 1 an de franchise plus 5 ans. Eh bien, ne pas pouvoir étaler cette durée d'amortissement va malheureusement, pour certaines d'entre elles, les mettre dans une situation où elles auraient pu s'en sortir, mais là, malheureusement, il faudra qu'elles aillent en procédure de sauvegarde. Nous demandons donc de pouvoir bénéficier de cet étalement du remboursement du PGE de manière discrétionnaire. Il y a un blocage européen. J'étais à Bruxelles il y a 3 semaines pour évoquer entre autres ce sujet. Je pense que nous pouvons y arriver avant que la pression des défaillances d'entreprises fasse que nous soyons obligés de prendre ça dans l'urgence. Voilà, c'est un message fort que je vous adresse sur ce sujet-là. Sur la situation, en fait, on se retrouve dans la période où il faut purger la crise. Pendant 2 ans, quasiment, l'économie s'arrête, que l'on soit salarié du secteur marchand, fonctionnaire, retraité, même demandeur d'emploi, ça tombe à la fin du mois, même indépendant. C'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé. Bravo la France, finalement. Eh bien, aujourd'hui, il faut purger cette crise. Et la meilleure manière de la purger, c'est bien évidemment de toujours laisser intacts tous les leviers qui permettent d'activer l'activité. Parce que pour pouvoir rembourser ses dettes, c'est le cas du PGE, il faut avoir de l'activité. Et on voit très bien que le moral des chefs d'entreprise est intimement lié à leur niveau d'activité. Quand le carnet de commandes commence à se resserrer ou à se vider, eh bien là, vous avez les chefs d'entreprise qui commencent à être très inquiets. Et je rebondis sur ce qu'a expliqué avec brio Patrick sur l'activité de la construction du bâtiment. Oui, il y a un réel danger. Et c'est une activité avec une forte inertie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de mon point de vue, le coût négatif est parti. C'est-à-dire quand bien même on prend aujourd'hui des mesures dynamiques, nous allons en 2024 connaître une année extrêmement périlleuse sur la construction. Alors évidemment, on peut toujours évoquer le sujet que l'accès au logement, à la construction est trop cher, mais messieurs, dames, on a mis en place tout ce qu'il fallait pour que ça se passe mal. Voilà. Entre la... Oui, voilà, ça siffle, voilà, c'est peut-être mieux. Merci. Voilà. Entre, bien évidemment, le surenchérissement de l'accès au crédit, entre l'artificialisation des sols, entre le système normatif qui est un train fou, entre la transition énergétique avec la mise en place des DPE et des mesures coercitives, mais qui effraient tout propriétaire. Que voulez-vous? Comment voulez-vous que ça se passe bien? Ça ne peut que se passer mal. Voilà. Donc là, il faut, de mon point de vue, se ressaisir. C'est pas qu'une question d'argent. Il faut se ressaisir. D'ailleurs, c'est étonnant. On vous fait voter au Parlement des lois d'exception parce que si on applique la norme, ça ne marche pas. Écoutez, il faudrait peut-être revoir la norme, quoi. Donc, sinon, on va faire que des lois d'exception. On ne saura plus quelle est la norme. Donc, c'est un sujet, un secteur sur lequel, il faut franchement avoir un vrai point d'attention et se ressaisir. Dans les autres sujets qui coûtent beaucoup aux entreprises, mais qui ne rapportent pas un euro à qui que ce soit,
et donc qui coûte beaucoup au pays, c'est tout ce qu'on est en train de mettre en place sur le système normatif ou sur la loi, etc. Il faut imaginer que dans une entreprise patrimoniale, et même parfois dans une entreprise importante, eh bien, il y a un effet d'entonnoir. C'est-à-dire qu'on a une décision qui arrive de la chancellerie. On a une décision qui arrive du ministère du Travail. On a une décision qui arrive de Bercy. Je veux dire, à l'arrivée, dans la PME, c'est le chef d'entreprise qui doit encaisser tout ça. Il n'a pas les services, je dirais, à sa disposition pour absorber toute, je veux dire, cette avalanche de décisions qui parfois sont incompréhensibles. J'étais cette semaine, monsieur de Cambourg est venu me rencontrer, c'est le président de l'EFRAG à Bruxelles, qui est en charge de l'établissement de la norme, CSRD, pour discuter avec lui d'une façon assez serrée, parce que ce qui est en train de se passer est quand même relativement inquiétant. On a dans notre pays aujourd'hui, je ne croise plus un chef d'entreprise qui ne se pose plus la question de son modèle économique à venir, où nous sommes tous convaincus, et tant mieux, que demain il va falloir produire différemment, servir ses clients différemment pour tenir compte, et bien évidemment, de la décarbonation de l'économie. Donc, c'est déjà une magnifique prise de conscience, une belle victoire. En attendant, pour engager tout le monde dans ces transitions, on a écrit la norme CSRD, qui va s'appliquer pour les entreprises de plus de 250 salariés. Alors, je rappellerai qu'une entreprise de 250 salariés, ce n'est pas une grande entreprise, c'est une grosse PME. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Et quand on regarde, je m'y suis penché, le contenu de cette norme, je peux vous dire que c'est effrayant. Si bien que nous avons des adhérents, et Philippe certainement pourra témoigner aussi, qui se sont engagés d'une façon volontaire et tout à fait remarquable dans la RSE. Parce que si vous mettez la transition énergétique en dehors de la performance sociale et de la performance économique, ça ne sert à rien. Vous allez perdre tout le monde. Donc il y a eu des engagements volontaires où ils ont emmener avec eux tout leur personnel. Et aujourd'hui, quand ils voient arriver cette norme CSRD, on va perdre tout le monde. C'est-à-dire qu'ils disent, nous, ce poids administratif, on ne veut pas le basculer à nos équipes. On n'est même pas capable en interne de le tenir. Donc il faut trouver des experts extérieurs pour nous accompagner. C'est pas sans coût, ça coûte cher. Voilà. Et pendant ce temps-là, il faut que l'entreprise, elle tourne. Est-ce que pour autant, ça fera accélérer les choses ? Je reste interrogatif. Et ce qui se passe, c'est que par ruissellement, par capillarité, eh bien, comme toutes les parties prenantes sont concernées, une PME qui est fournisseur d'une grande entreprise, on commence à lui demander ces mêmes référentiels CSRD parce qu'elle est partie prenante. Donc nous, on a des adhérents qui nous disent « Mais François, mais c'est quoi ce bazar, quoi ? Comment on va s'en sortir ?» Et comment on va s'en sortir ? Je ne le sais pas trop, mesdames, messieurs. Pourquoi ? Parce que le système financier, bien sûr, doit enquiller la chose, le système assurantiel aussi. Donc si vous n'êtes pas demain labellisé CSRD ou un des labels qui va être volontaire, mais qui sera quasiment obligatoire pour les entreprises de moins de 50 salariés, eh bien vous allez perdre vos clients, vous allez perdre vos banquiers, vous allez perdre vos assureurs. Voilà. Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, eh bien ça pédale dans le bon sens. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a même trois choses. Il y a une chose qui m'a fait plaisir, Monsieur le Président, vous avez parlé du test PME. C'est quelque chose que l'on porte depuis 2 ans maintenant. Je suis allé rencontrer Thierry Breton pour ça, il y a un peu plus de 2 ans d'ailleurs, pour dire, je n'arrive pas à savoir comment on peut arrêter ce tsunami normatif. Eh bien peut-être de se dire, avant de dérouler une norme, eh bien si tout simplement, parce que les études d'impact, on sait comment elles sont faites, elles sont faites pour justifier une loi, parfois injustifiable, mais bon, voilà. Le test PME, c'est une vraie étude d'impact de terrain, où sur un panel d'entreprises volontaires, eh bien on regarde si ce fichu CSRD fonctionne ou pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise volonté sur le terrain. Tout simplement, on veut être, entre guillemets, accompagné, on veut être sollicité pour savoir si ça peut fonctionner ou pas. Et puis si ça ne fonctionne pas, qu'on ait le courage, je dirais même parfois l'humilité de revoir la norme. Voilà. Il faut franchement s'appuyer sur la confiance des chefs d'entreprise. Ils ne sont absolument pas réfractaires au changement, mais ils veulent avoir des choses qui sont compatibles avec leur modèle économique et la vie de tous les jours. Donc voilà sur le CSRD. L'autre chose que l'on pourrait faire, c'est il y a 2 leviers sur lesquels on peut jouer, c'est la temporalité et la méthodologie. Temporalité, si on va trop vite, on va perdre tout le monde. Deuxièmement, et donc il faut avoir une temporalité compatible avec la taille des entreprises. La méthodologie.
Dans cette histoire, vous avez des branches professionnelles. On en connaît à peu près une douzaine à la CPME qui se sont engagées dans des références de secteurs volontaires. Certaines ont même été labellisées, reconnues par des grands donneurs d'ordre public. Je pense entre autres à l'UNICEM, c'est les carrières et matériaux, qui ont fait une démarche sectorielle RSE de branche, reconnue aujourd'hui par RFF. Ça, c'est intelligent. Pourquoi? Ça ne coûte pas 1 euro à l'État. Premièrement. Deuxièmement, c'est une démarche volontaire où la branche professionnelle va emmener toute seule tous ses adhérents. Plutôt que de quelque chose qui arrive d'en haut. Pourquoi ne pourrions-nous pas faire, à travers tout le dispositif CSRD et tout ce qui va au-delà, s'appuyer sur les branches professionnelles en faisant des tests de branches à partir de ces référentiels qui nous viennent d'en haut. Voilà. Et là, je pense qu'on arriverait gentiment à ramener tout le monde dans des choses, on va dire, compatibles avec la réalité de terrain. Voilà. Sur les choses qui vont... sur le champ social, qui percutent sacrément les chefs d'entreprise. C'est clair que cette histoire de jurisprudence sur les congés payés, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Vous vous rendez compte? C'est choquant, bien évidemment, sur le fait que ça va coûter 2 milliards d'euros, sans compter la rétroactivité potentielle, qui, on est en train de faire une analyse juridique, et là-dessus l'exécutif ne nous a pas démenti, pour monter, voire jusqu'à 2009. Il y a la catastrophe. Mais au-delà du coût, ce qui est quand même incroyable, mais on est sur un combat de valeur. Du non-travail produit des congés. Pendant que les types qui restent au boulot vont avoir leur congé, point, pas plus que ça. Et moi, j'en ai parlé à mes petits camarades syndicaux. Je dis, mais écoutez, mais là-dessus, quand on se voit, on est quand même là pour parler du travail, défendre le travail. Je dis, mais là-dessus, on devrait avoir une position collective en disant, oui, il y a un moment où il faut rater le compteur. Eh ben non. Eh ben non. Après tout, c'est acquis, et tant mieux pour ceux qui vont en profiter. Mais c'est une catastrophe, parce que c'est une perte totale du bien commun. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas baisser les bras. La CPME a lancé une pétition, parce qu'il faut que nous maintenions la pression. Nous voulons que le gouvernement prenne à bras-le-corps ce sujet. Je sais, parce que j'ai eu Elisabeth Borne, j'ai eu Olivier Dussopt là-dessus, je sais qu'ils sont vraiment, embêtés avec cette jurisprudence, mais pour autant, nous ne devons pas baisser les bras. Je pense qu'on peut arriver par la loi à contingenter le nombre de congés, on a quelques idées. Je pense qu'on peut arriver à amortir le coût que ça va représenter et surtout retrouver un petit peu du bon sens dans tout cela. Au-delà de ça, je voudrais vous évoquer un sujet aussi qui va être très embêtant pour les entreprises et les entrepreneurs, c'est l'article 39 du PLFSS. Vous savez qu'il a été retiré. Cet article 39 reprenait une des dispositions de l'accord national interprofessionnel que nous avons signé entre partenaires sociaux sur les caisses d'accident du travail et maladies professionnelles. Dans cet accord ATMP avec les partenaires sociaux, nous avions fait en sorte que, suite là encore à une jurisprudence malheureuse, vous savez que sur la faute inexcusable, vous savez peut-être pas, mais je vous l'ai expliqué, je vais essayer d'être court, depuis 1898, entre partenaires sociaux, nous sommes mis d'accord, donc il y a très longtemps, pour en fait mutualiser le risque accident du travail, pour que lorsqu'il y a un accident dans une entreprise, un salarié puisse être indemnisé. Depuis 1898, et ça c'est vraiment vertueux, ensemble, nous cotisons à travers nos caisses ATMP pour que lorsqu'il y a un accident, un salarié puisse être indemnisé, avoir une rente à vie, pas simplement pendant sa carrière professionnelle, mais jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. Une jurisprudence a fait tomber cette mutualisation en disant qu'il faut la réparation pleine et entière et que, grosso modo, il faut aller au tribunal pour réclamer une réparation pleine et entière. Alors là, je ne vous explique pas, en matière d'accident, ça peut dépasser toutes les limites imaginables. On parle en millions d'euros parfois. Nous avons, dans cette année, avec les partenaires sociaux, et c'est explicite, rétabli l'ordre des choses en sécurisant la faute inexcusable. Et d'ailleurs, à travers cette année, on a augmenté les rentes pour, bien entendu, donner un geste aux salariés victimes d'accidents du travail. L'article 39 reprenait le fruit de cette année et malheureusement, par la pression de gens qui ont fait leur boulot auprès des parlementaires, des associations, mais aussi les partenaires sociaux qui ne sont pas neutres là-dedans, les parlementaires se sont retrouvés devant, entre guillemets, une grande question. Est-ce que cet article 39 est valide ou pas? Et finalement, le gouvernement a décidé de retirer cet article 39. Les conséquences pour nous peuvent être dramatiques. Pourquoi? Parce que demain, imaginez en cas d'accident du travail, un employeur ne sait pas à combien il peut être condamné. Et ça peut être violent. Donc c'est la fin d'une entreprise, surtout une petite entreprise. Deuxièmement, comment s'assurer demain pour couvrir ce risque? Les primes d'assurance vont exploser.
Et troisièmement, quand vous rajoutez l'article 39, plus les congés payés, mais on fragilise le statut de salarié. Comment voulez-vous qu'à côté de ça ne se développent pas des dérives ? Et demain, si on n'arrive pas à régler tout ça, le combat du patronat, ça sera de demander d'éviter la requalification. Parce qu'il n'y aura pas d'autre solution. Donc, il faut retrouver du bon sens dans tout cela. Voilà le message que je voulais vous porter. Vous savez qu'en France, on garde quand même un tissu économique et d'entreprises et d'entrepreneurs de grande qualité. Je vous le confirme, je vous l'affirme. On a simplement besoin d'une chose, parfois, c'est peut-être, excusez-moi, mais une pause législative, ou en tout cas de se dire, mais attendez, temps mort, regardons ce que l'on peut faire pour tout simplement garder intacte l'envie d'entreprendre. Merci, Monsieur le Président Asselin. Je voulais, juste avant de donner la parole à Monsieur le Président Dornano, accueillir et souhaiter la bienvenue à Madame Stéphanie Posa, vice-présidente de la CPME, et qui prendra notamment les questions, quand vous serez parti, Monsieur le Président, des différents sénateurs. À vous, Monsieur le Président Dornano. Bonjour mesdames et messieurs les sénateurs, merci de me recevoir. Moi je vais vous donner peut-être, pour compléter un peu le propos de Patrick et François, l'angle ETI. Les ETI, vous le savez, c'est des entreprises de 250 à 5000 salariés, de 50 millions à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est les entreprises moyennes grandes qui font le tissu économique de nos régions. Alors, un chiffre, on avait autant de ces entreprises en 1980 qu'en Allemagne de l'Ouest. Aujourd'hui, on a 5500 ETI en France contre 13 000 en Allemagne, 10 500 en Angleterre, 8 500 en Italie et 73 000 aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'on a un tel écart ? Comment est-ce que cet écart s'est creusé dans ces 35 dernières années, avec cet écart également la désindustrialisation et d'une certaine manière l'appauvrissement de nos territoires, la perte de nos savoir-faire? C'est la question autour de laquelle on s'est, nous, regroupés, sur laquelle on a travaillé. Deux combats nous ont permis de, à notre sens, commencer à redresser la situation. Le premier, c'est de permettre les transmissions d'entreprise. L'une des raisons de cette défaillance française, c'est le blocage des transmissions d'entreprise entre 80 et 2000, dont les packs du trade qui ont été mentionnés. Et le deuxième, c'est d'avoir un écosystème français où on puisse travailler et produire. Aujourd'hui, en France, nous avons créé un écosystème, une sorte de système de droits de douane à l'envers qui fait qu'il est plus coûteux de produire en France que de produire dans l'environnement européen, voire même dans l'environnement mondial, et ça a déjà été dit. Alors, face à ça, les 7 dernières années ont été plutôt positives. On a eu une inversion de la situation et on a eu un effort qui a été fait à travers un certain nombre de mesures qu'il faut saluer pour permettre de revenir à un écosystème qui soit raisonnablement aligné sur l'environnement européen. Toute une série de mesures de réalignement de l'IS, de début d'une baisse des taxes de production dont on a dit l'écart qu'il y a avec l'environnement européen, une taxation des dividendes qui a permis notamment de refavoriser des transmissions d'entreprises, 150% de pacte du trade signé en plus depuis le PFU. Une baisse des charges sociales qui a été commencée il y a à peu près 7 ans sur les bas salaires et les salaires intermédiaires, qui a permis de réaligner en partie le coût du travail qui était beaucoup plus fort que dans l'environnement européen. Aujourd'hui, vous avez encore 2 écarts principaux. Vous avez un écart important sur les taxes de production et vous avez un écart important sur le coût du travail, et notamment le coût du travail qualifié. Cet écart, il se chiffre à 80 à 100 milliards d'euros. C'est-à-dire que les entreprises françaises payent 80 à 100 milliards de plus que celles de leur environnement européen, ce qui rend leur situation moins compétitive et ne leur permet pas de prospérer, de se développer à l'égard. J'ai d'ailleurs cité l'exemple de l'Allemagne, 13 000 ETI. Il faut savoir que ces ETI, en plus de ça, sont 2 fois plus grandes. Donc 2 fois plus grandes, plus de recettes fiscales, plus d'emplois, moins d'investissements, moins de transferts sociaux, une économie qui est plus dynamique. Il n'y a pas de miracle allemand, il y a plutôt des défaillances françaises. Face à cette situation, on a donc pris un certain nombre de mesures et ces mesures donnent des résultats. Moi, je ne suis pas surpris de voir la poursuite des investissements, je ne suis pas surpris de voir la baisse du chômage. C'est le résultat de cette politique. Et on pourrait se dire, on met en place des premières mesures de réalignement compétitif.
on mesure le résultat, elles donnent des résultats, on va donc poursuivre. Et en fait, ce que nous constatons à l'heure actuelle, c'est deux choses. D'abord, vous l'avez dit, une tension assez forte pour des raisons qui sont exogènes à la France, tension géopolitique, inflation, refermement aussi un peu du monde, qui fait qu'un certain nombre d'entreprises se retrouvent avec des marchés qui se referment et dans des situations plus difficiles. On en reparlera, hausse du coût de l'énergie. Donc une situation qui se tend. Et face à ça, alors même qu'on voit les premiers résultats de la politique qui a été menée, et ça a été très frappant ces derniers mois, plutôt que d'accélérer, on ralentit. On en revient à la situation passée. Et là, on a eu toute une série d'alertes dans ce dernier mois qui sont extrêmement inquiétantes et que je voudrais citer. D'abord, le ralentissement de la baisse des taxes de production. Soit dit en passant, les taxes de production, il existe maintenant, depuis 2 ans, un indicateur global de taxes de production. Vous avez sans doute noté que les taxes de production en valeur n'ont pas baissé. Elles sont toujours à 80 milliards d'euros. Malgré les baisses de certains impôts, les taxes de production en recettes n'ont pas baissé. Le danger aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours 30 milliards d'écart avec l'environnement européen. Si on n'est pas capable de poursuivre ce redressement compétitif qui va donner des retours sur investissement et qui en réalité ne va pas coûter au budget de l'État et même probablement lui rapporter, quand on prendra toutes les externalités positives en termes d'emploi, en termes d'investissement, en termes de développement des entreprises, en termes de recettes fiscales que ces mesures rapportent, on voit qu'en réalité les taxes de production, on devrait plutôt continuer à les baisser et pour le moment on ralentit. On ralentit la baisse de ces taxes. Deuxième sujet, le coût du travail qualifié. On voit que là, on commence à, là aussi, ralentir sur le réalignement du coût du travail qualifié. Or, une entreprise, elle fait son succès avec toutes ses équipes, mais particulièrement, justement, avec ses ouvriers qualifiés dans l'industrie, qui sont bien payés, avec ses cadres, avec ses chercheurs, avec ses équipes qui travaillent à l'export. C'est ça ce qui permet à une entreprise de se développer. Si cette part des salaires, si un ingénieur coûte beaucoup plus cher en France, ben vous allez avoir une entreprise française qui va avoir moins de résultats, donc qui va avoir moins de moyens de se développer. C'est donc un deuxième point d'alerte. Troisième point d'alerte, et ça a été mentionné par mes collègues, la transmission d'entreprise. Les mesures qu'on nous annonce risquent de regripper la transmission d'entreprise, il faut le dire très clairement. Et la transmission d'entreprise, elle est clé. Une ETI sur 2 va se transmettre dans les 10 prochaines années. Une ETI sur 2. De notre capacité collective à gérer ces transmissions d'entreprise, on va construire le Mittelstand français de demain ou pas. Et aujourd'hui en France, notre performance en termes de transmission d'entreprise est l'une des plus mauvaises d'Europe. 20% contre 60% en Italie. Donc cet enjeu, il est considérable. Et face à ça, il faudrait non pas freiner de nouveau, mais plutôt accélérer. C'est-à-dire aligner les transmissions d'entreprise, là encore, sur l'environnement européen. Elle coûte 2,5 fois plus cher aujourd'hui. La transmission aujourd'hui en France, elle est possible depuis les pactes Dutreil. Elle est plus coûteuse que dans l'environnement européen. Une entreprise française qui se transmet, en moyenne, elle doit solliciter, elle doit mobiliser entre 6 et 10 ans de ses profits, selon son modèle économique. Donc on est encore dans une situation qui est sérieuse en termes de transmission d'entreprise. Et pour arriver à la taille ETI, c'est un chiffre qui peut-être vous intéressera aussi, il faut en moyenne en France 21 ans. Donc pour arriver à ces 50 millions, pour construire les ETI du tissu économique régional, pour construire aussi les grandes entreprises de demain, il faut du temps. Alors je ne dis pas que toujours les entreprises peuvent se transmettre, je ne dis pas que jamais elles doivent se vendre, mais je dis par contre que les bloquer dans leur transmission pour des raisons uniquement fiscales, c'est une erreur économique majeure dont nous payons aujourd'hui le coût compte tenu du blocage qu'il y a eu notamment entre les années 80 et 2000. Troisième point, à notre sens, d'attention, c'est, mais ça a été dit, le choc de complexité. Je donne simplement un chiffre pour les ETI, les mesurer à 26 milliards d'euros. Là, c'est le CSRD. Moi, pour l'avoir regardé dans mon entreprise, simplement les premières études sur l'adaptation du CSRD à une ETI moyenne, ça se chiffre en centaines de milliers d'euros. Donc, prenez ça et appliquez-le à des entreprises industrielles, etc. Ne croyez pas que ça ne va pas toucher les PME.
parce que bien sûr ça va avoir des effets de bord, les entreprises vont se retourner vers leurs fournisseurs et vont demander toute une série d'informations. Donc vous avez un choc, on est face à un choc de complexité et un surcoût sans mesure d'impact qui va être considérable. Donc ça va être un sujet. Ce sujet de la complexité qui est complexe à traiter, il est pourtant vital et il est extrêmement coûteux. Et puis le dernier point que je voulais mentionner avec vous, c'est le sujet de l'énergie. Il a été aussi mentionné. D'abord, ne croyez pas que le sujet de l'énergie est derrière nous. La plupart de nos entreprises, elles ont signé des contrats. Donc aujourd'hui, elles achètent l'électricité à des prix qui sont très au-dessus, non seulement des Américains, mais même des Allemands, de l'ordre du double. On est passé d'un pays qui avait un prix de l'énergie qui était, là par contre, un des rares avantages de compétitivité, à un pays où l'énergie maintenant dégrade la compétitivité française. Donc ce sujet de l'énergie, je ne veux pas rentrer dans le détail du débat et dans la négociation sur les prix et le sujet des prix, mais le sujet de l'énergie, il est absolument vital pour la production en France. Je ne dis même pas pour les entreprises françaises, je dis pour la production en France. Et donc ça, c'est un point de compétitivité qui est, à notre sens, extrêmement important. De nouveau, et pour conclure, nous, le retour qu'on a de nos membres, c'est que la situation se tend beaucoup. C'est qu'on est dans une situation qui est dégradée. Et l'inquiétude qu'on a vis-à-vis de tous les amendements qui ont été proposés le PLF, c'est qu'on est, alors même qu'on a des résultats probants, alors même qu'on a une politique économique une inversion finalement de ce qui s'est fait pendant 30 ans. Et pour la première fois, on était rentré dans un cercle vertueux où on commence à réaligner compétitivement la France sur l'économie européenne. Brusquement, on s'arrête. Et on s'arrête au plus mauvais moment. Donc il y a un vrai sujet et un vrai enjeu. Merci, messieurs les présidents, pour vos propos, plutôt très éclairants, alertants. Et ce qu'on peut toujours apprécier avec les chefs d'entreprise, c'est hyper précis et sans trop de littérature, ce qui nous va très bien. On va maintenant passer aux différents échanges et on va commencer par une première question de notre collègue Michel Canevet. Merci, Monsieur le Président. Je remercie également les représentants des organisations patronales pour ce tour d'horizon extrêmement intéressant, surtout à un moment où on examine les lois de financement de la sécurité sociale et le projet de loi de finances ici au Sénat. Je veux dire que la délégation sénatoriale aux entreprises a beaucoup travaillé sur les questions de formation et de compétences qui sont essentielles au premier semestre 2023. Et nous avions mis en évidence notamment la nécessité de pouvoir maintenir les moyens dédiés à l'apprentissage. On est en particulier très heureux que l'amendement qui avait été porté par la délégation aux entreprises dans le texte sur le plein emploi ait pu, concernant la limitation des prélèvements sur France Compétences par l'État, ait pu être conservé par la commission mixte paritaire. Ceci étant, on a vu que des velléités sont apparues à l'Assemblée nationale lors de l'examen du PLF sur des amendements tendant à limiter pour les entreprises de plus de 250 salariés ou pour les jeunes suivant des formations à Bac+2, les aides à l'apprentissage. Et je voulais savoir quel était votre point de vue, même si le gouvernement ne l'a pas retenu, semble-t-il, dans le texte issu du 49.3. Quel est votre sentiment là-dessus et de manière générale sur l'apprentissage? Est-ce que l'on doit baisser la garde ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'on continue à accroître l'effort? Merci, monsieur le sénateur. Alors, ma réponse est catégorique. Il ne faut pas remettre en cause ce dispositif, en l'occurrence, d'aide à l'apprentissage. En toute matière, il peut y avoir des effets d'aubaine. En toute matière. Faut-il pour autant remettre en cause le dispositif? Alors, je ne méconnais pas qu'en réalité, le succès collectif massif que nous avons rencontré sur l'apprentissage intéresse surtout des formations dans l'enseignement supérieur. Et quand on regarde la démographie des apprentis, c'est vrai que pour à peu près 80% d'entre eux, ils ont plus de 20 ans. C'est un raccourci, ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement dans des études supérieures et que ceux qui ont moins de 20 ans ne sont pas dans des études supérieures quand ils sont au précoce. Je pense que c'est le dernier moment pour remettre en cause ce dispositif au motif de corriger d'éventuels et d'effectifs d'ailleurs effets d'aubaine. J'ajoute que
ça impacterait des secteurs d'activité de par la taille des entreprises et ou le niveau de formation qui serait pris en considération, qui par ailleurs, au titre de la remise en cause ou de l'écrêtement des allègements de charges sur le bandeau famille, qui par ailleurs seraient les principaux concernés par cet éventuel écrêtement. Écrêtement dont on ne sait pas s'il interviendrait uniquement en 2024 ou s'il serait prorogé sur les années suivantes. Or, je le redis, on parle là des secteurs d'activité qui tractent le plus l'économie française. Ce n'est pas un jugement de valeur de ma part. On a besoin de métiers à forte intensité de main-d'œuvre dans des services de santé, etc., etc. Mais il n'en demeure pas moins que les secteurs les plus impactés seraient l'industrie, seraient les métiers financiers, seraient l'ingénierie. Donc autant de professions qui, je le redis, sont les plus exposées à la concurrence internationale. Et je voudrais terminer mon propos, et je sais que ça parlera à certains d'entre vous élus dans des territoires frontaliers, il se trouve que moi-même je suis originaire d'un territoire frontalier, en vous citant un seul chiffre. À ce jour, la Suisse fait travailler quotidiennement 100 000 travailleurs frontaliers français. Quand on regarde les niveaux de qualification, on les trouve à tous les niveaux de qualification. Il n'en demeure pas moins que les gros bataillons de ces frontaliers sont plutôt sur des niveaux de qualification assez élevés. Le gouvernement suisse, le patronat suisse ont annoncé qu'à un horizon de 10 ans maximum, ce ne serait plus 100 mais 200 000 frontaliers dont la Suisse aurait besoin. Et je ne parle que de la Suisse. Donc si de par sa compétitivité salariale, sa capacité à former et à conserver des jeunes de bon niveau, si la France ne s'arme pas pour parer en définitive ce risque qui est un risque parmi d'autres, eh bien nous n'aurons que ce que nous méritons, c'est-à-dire une économie low cost et le départ de nos compétences ou de nos industries vers des pays, y compris voisins. Merci, Monsieur le Président. On demande peut-être à Madame Loza. Ah, on vous entend pas, Madame. Est-ce que votre micro est bien allumé? Ah. Refaisons un essai. Vous m'entendez? Ah oui, vous m'entendez? On vous entend, merci. Vous m'entendez bien là? Vous m'entendez bien là? On a un petit écho, mais on parce que pour le coup, j'ai depuis le début un son catastrophique très mal. Tu es présent parmi vous, mais je dans mon entreprise en Normandie. Ce que je souhaitais effectivement ajouter sur l'apprentissage, notamment pour nos entreprises. TPE, PME, le fait de donner accès, effectivement, ça a permis à beaucoup d'entreprises TPE, d'embaucher de nouveaux collaborateurs. Ça a permis aussi d'avoir de l'apprentissage sur l'enseignement supérieur, la création de postes. Je pense par exemple à des chargés de communication dans une entreprise. Au départ, TPE, PME, vous n'avez pas de service vous allez pas pouvoir prendre un apprenti niveau bac ou BTS. Par contre, vous allez aller vers un master. Vous allez aussi le faire accompagner par une entreprise de communication, mais ça permet tout de même à l'entreprise de créer son poste et ensuite éventuellement d'embaucher son collaborateur. Donc nous, au niveau de la CPME, on pense qu'il ne faut surtout pas toucher aux aides à l'apprentissage. Et on voit aussi que pour tous les métiers autres, ça permet une meilleure intégration dans l'emploi au niveau des entreprises. Autre chose, le fait d'avoir l'apprentissage sur l'enseignement supérieur permet aussi à des étudiants qui n'auraient pas forcément les moyens d'accéder à ces études, d'y accéder.
ces apprentissages dans les entreprises et leur demander de ce qu'ils pensent de ces dispositifs. Ça permet aussi aux jeunes d'avoir une vision concrète et donc aussi en termes de formation, d'avoir une vision concrète couplée à leur école de ce que c'est que le travail dans l'entreprise. Donc en termes de formation, c'est très utile pour eux aussi. Je pense que ce serait une erreur profonde de revenir sur ce dispositif. Il faut au contraire le pérenniser. Merci, Monsieur le Président. On refait un essai du côté de Madame Posa. Je ne sais pas si c'est prêt pour l'instant. La régie n'est pas encore intervenue. Bon, la régie n'est pas encore intervenue. On va passer à la deuxième question. Monsieur Daniel Laurent, la Charente-Maritime. Oui, Monsieur le Président. Le micro, Daniel. Décidément, on a des problèmes avec les micros ce matin. Merci pour vos exposés très enrichissants. Il y a un sujet que vous avez abordé un petit peu, mais c'est surtout la main-d'œuvre. Vous êtes conscient, mais nous le sommes tous, des problèmes récurrents de main-d'œuvre que nous avons dans tous les secteurs en France, quels qu'ils soient, petites, moyennes et grandes entreprises. Alors vous parlez de l'apprentissage, et bien sûr c'est important et très important, et tant mieux si ça fonctionne. Il faut prendre les jeunes à la base. Mais par contre, on sait que le taux de chômage se maintient à un taux assez constant. On a certainement un potentiel d'emplois qui ne sont pas suffisamment formés. Donc c'est aussi lié à la formation. Et j'aimerais bien que vous nous en parliez. Et pourquoi je vous interpelle là-dessus? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train d'étudier actuellement la loi migration, avec la question de dire est-ce qu'on ne doit pas rentrer beaucoup plus d'étrangers en France pour justement répondre à la demande des entreprises. Donc c'est un sujet récurrent. Merci de me répondre sur ce sujet qui est certainement important pour l'avenir de nos entreprises. Merci Monsieur le Sénateur. Et je sais que cette honorable maison s'occupe beaucoup du texte immigration en ce moment, du célèbre article 3, existera-t-il, n'existera-t-il pas? Nous suivons ça avec attention. Oui, enfin, je crois comprendre que de l'autre côté, ils veulent le restaurer. Bon, enfin, ça dépasse mes conditions. Non, je vais vous répondre le plus précisément possible sur ce sujet de l'immigration. Je voudrais malgré tout commencer par vous dire combien nous sommes en soutien de la réforme des lycées professionnels. Et ça, les deux sujets ne sont pas déconnectés, si vous me permettez. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr qu'il faut se pencher sur le sujet de l'immigration économique. Le MEDEF n'a aucune vocation à s'exprimer sur le sujet global de l'immigration. C'est bien l'immigration économique qui peut nous occuper. Mais commençons par le commencement d'une certaine manière. Je veux dire par là qu'on a sur le territoire national, peu importe leur nationalité, on a une masse de personnes qui sont éloignées de l'emploi. Si vous me permettez l'expression, il faut déjà commencer par couper le robinet. Les lycées professionnels, je me garde d'en faire une généralité, nous connaissons tous les lycées professionnels dans nos territoires. Les lycées professionnels, en moyenne des cas, sont quand même d'extraordinaires machines à produire de l'exclusion. Pourquoi? Parce que c'est encore dans l'imaginaire collectif et donc dans les faits, à un moment donné, considéré comme une voie d'échec. Moi, je suis très frappé par ça. Ce débat sur les lycées professionnels, alors même qu'on parle de 650 000 jeunes, alors même que vous l'avez rappelé, Monsieur le Sénateur, on a encore des tensions de recrutement extrêmement fortes à tous les niveaux de qualification dans toutes les professions. Ce sujet des lycées professionnels n'est absolument pas pris en compte par les commentateurs, par les médias et par un certain nombre même de chefs d'entreprise. Pour une raison bien simple, parce que nos enfants ne sont pas dans les lycées professionnels. Moi, je me risque à parler des lycées professionnels avec un certain nombre de journalistes. Ça ne les intéresse absolument pas. On a donc là un énorme et très beau sujet. Le MEDEF sera très mobilisé en soutien de cette réforme des lycées professionnels. Ce dont nous rêvons d'une certaine manière, c'est de réussir cette réforme aussi bien que nous avons réussi la réforme de l'apprentissage. Et donc, nous nous impliquerons très fortement en amont sur l'orientation. Nous nous impliquerons autant qu'on nous en laissera la place dans la gouvernance de ces lycées professionnels. Il y a des bureaux des entreprises qui ont été créés, mais à vrai dire, personne ne sait très bien en quoi ça consiste. Et nous nous impliquerons beaucoup dans l'accueil des lycéens professionnels en stage, comme nous le faisons dorénavant massivement pour les apprentis à proprement parler. Et enfin, nous nous impliquerons dans le recrutement de ces 650 000 jeunes le jour venu, dès lors qu'ils auront été orientés vers des métiers, formés à des qualifications qui correspondent aux besoins de l'économie. Je crois que c'est
c'est un sujet très positif. Nous allons nous intéresser, ça va être une épreuve de force pour nos entreprises, évidemment à l'inclusion des titulaires du RSA. Nous allons nous intéresser, et il le faut beaucoup plus massivement, à l'accueil des jeunes scolaires et lycéens en stage. Ce que je veux dire par là, c'est que si on réussit déjà à traiter le sujet de ces personnes sur le territoire national éloignées de l'emploi, le sujet de l'immigration économique sera relativisé. J'ajoute que les réformes de l'assurance chômage qui ont été menées par ce gouvernement et qui, je dois le reconnaître, ne sont pas le fruit d'accords nationaux interprofessionnels, parce que, comme on pouvait s'en douter, le craindre d'une certaine manière, les organisations syndicales ne sont pas très allantes quand il s'agit de durcir les conditions d'indemnisation du chômage. Ce régime d'assurance chômage mériterait d'être consolidé encore, que je m'explique. Il y a encore des poches, il y a des poches d'opportunités, je dirais, dans le régime tel qu'il existe actuellement, qui permettent à certains, je pense aux intermittents du spectacle en particulier, de bénéficier de régimes anormalement favorables. S'agissant à proprement parler de l'immigration économique, c'est un sujet sur lequel, ça ne vous a pas échappé, nous sommes relativement mal à l'aise. Pourquoi ? Parce que ce sujet est totalement passionnel, idéologisé, politisé, et dès lors que le patronat s'exprime sur ce sujet, on n'y coupe pas. L'extrême gauche nous soupçonne de vouloir faire baisser les salaires, l'extrême droite nous soupçonne d'être les partisans d'une immigration massive et incontrôlée. La réalité des choses, quelle est-elle ? La réalité des choses, et je reviendrai sur le cas spécifique et ultra sensible évidemment de la régularisation des travailleurs sans papier. La réalité des choses, c'est que la démographie, qui est quand même une science lourde et exacte, nous conduira inéluctablement à faire appel dans l'avenir, plus encore qu'aujourd'hui, à l'immigration, quand bien même, je l'ai évoqué, nous aurions renforcé, amélioré, dopé notre système de formation initiale et continue. Nous, ce que nous appelons de nos voeux, c'est d'abord, mais c'est peut-être une vue de l'esprit à ce jour, c'est d'abord que nous dépassionnions ce débat et que nous l'objectivions. Si je ne me trompe pas, à ce jour, l'immigration économique, ça n'est que 10% des flux migratoires. Donc il y a 90% des flux migratoires sur lesquels les citoyens, qui sont les chefs d'entreprise, ont un avis, mais les entrepreneurs, à proprement parler, n'ont pas de légitimité à s'exprimer. Sur les 10% qui restent, et qui pourraient être en valeur absolue plus dans l'avenir, je crois que nous n'y couperons pas. Il est impératif que nous nous organisions pour identifier les besoins et les anticiper le plus possible, les besoins à tout niveau de qualification. Parce que chacun a tendance, pas vous, mesdames et messieurs, mais nos concitoyens ont tendance à penser que l'immigration ne porte que sur des faibles qualifications. La réalité, quelle est-elle ? C'est que sur des niveaux de très haute qualification, on a, et c'est déplorable, et ça renvoie d'ailleurs à ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur le coût du travail qualifié en France, on a, et par voie de conséquence, sur les salaires nets que peuvent percevoir des salariés de très haut niveau de qualification. On a des départs massifs, en particulier vers les États-Unis. C'est assez intéressant. Dorénavant, nos ingénieurs ne vont plus tellement en Californie dans le digital, ils vont à Boston dans les biotechnologies. Et le nucléaire en apathie. En regard, et je peux vous citer des cas extrêmement précis, Philippe, tu le ferais beaucoup mieux que moi, probablement pour ta propre entreprise y compris. En regard, on a les pires difficultés du monde à faire rentrer en France des candidats à l'immigration, eux-mêmes de très haut niveau de qualification. Donc d'un côté, je force le trait, d'un côté on se vide en réalité de salariés de très bon niveau de compétences, d'un autre côté on nous empêche d'en faire venir. À un moment donné, il ne faut pas s'étonner que sur certains métiers, dans certaines disciplines, eh bien la France se dégrade, parce qu'à la fin des fins, on ne peut pas parler de l'économie de la connaissance sans avoir de sachants. D'ailleurs, c'est vrai dans le secteur public comme dans le secteur privé. Donc voilà, nous, ce que l'on souhaite, c'est un système, disons, à la canadienne. Voilà. Et je pense que les Canadiens, alors qu'ils n'ont pas la même histoire, qu'ils n'ont pas la même géographie, ont réussi à gérer ce sujet. D'autres pays l'ont fait également, de manière assez posée, sereine et en anticipant. Après, sur la régularisation des sans-papiers, moi j'entends bien tout ce débat sur l'appel d'air que ça créerait. Clairement, appliquons déjà dans tout son potentiel la circulaire Valls, revue et corrigée le cas échéant. On est très frappé de voir que d'un département à l'autre, finalement, les préfets ont des positions extrêmement disparates et, à vrai dire, assez incohérentes. Et je pense qu'on a déjà là un potentiel de solution.
Je termine en vous disant qu'il faut également qu'on ait une doctrine, traduite ou pas dans les textes, beaucoup plus claire, en particulier sur le renouvellement des permis de séjour. Dans beaucoup de nos entreprises, nous formons des jeunes, ça renvoie à ce que j'ai pu dire sur l'apprentissage notamment, nous formons des jeunes étrangers qui donnent entière satisfaction et qui, au terme de leurs études, alors même que nos entreprises souhaitent les embaucher, ne voient pas leur permis de séjour reconduit. Donc là, on marche un peu sur la tête, on se prive de compétences, on a fait des investissements en matière de formation. Voilà, pour me résumer, ce qu'il faut, ce sont des réglages très opérationnels et puis qu'on évite autant que possible de se faire embarquer dans des polémiques purement politiciennes. Madame Posa, on va voir si la régie a remis en ordre. Alors, est-ce que vous m'entendez sans écho? Oui, on vous entend très bien. Merci. Merci à vous. Donc, sur l'apprentissage, je me permets d'y revenir. Donc, nous, au niveau des TPE-PME, au niveau de la CPME, comme je le disais tout à l'heure, il est très important pour nous que les aides à l'apprentissage demeurent pour différents motifs. D'une part, ça permet l'accès à nos TPE-PME d'accéder à des collaborateurs qui soient à la fois sur le terrain et en entreprise. D'autre part, ça permet, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, parfois de créer des postes dans la TPE-PME. J'ai pris tout à l'heure l'exemple, mais vous m'entendiez plus, de la communication. On n'a pas forcément de services de communication dans nos entreprises, compte tenu de notre taille. Et le fait de pouvoir prendre un apprenti qui a un niveau master et de le faire accompagner d'ailleurs à côté par une entreprise de communication permet souvent la création du poste. Et puis, ça permet aussi à des jeunes d'accéder à des études dont ils n'auraient pas forcément accès par faute de moyens pour financer les études supérieures, puisqu'on sait tous qu'aujourd'hui, ça coûte quand même assez cher. Ensuite, donc j'ai pas très bien entendu les sujets que Monsieur le Sénateur souhaitait aborder, mais j'ai entendu Patrick Martin, donc je vais rebondir sur ce qu'a dit Patrick Martin concernant la réforme sur les lycées professionnels. Bien sûr, nous investirons également très fortement dans la réussite de cette réforme parce que nous y avons tout intérêt. L'image de l'entreprise et la nécessité de recruter de nouvelles compétences, et notamment des jeunes dans les différents secteurs d'activité, nous pousse aussi à réussir cette réforme de lycée professionnel, et nos entreprises joueront le jeu sur l'accueil de stagiaires, bien entendu. Concernant la migration économique, donc là je rejoins complètement ce qu'a dit préalablement Patrick Martin. Pourquoi on s'exprime peu sur le sujet? Parce que ça fait souvent l'objet de débats très passionnés et très politiques. Et là, ce n'est plus du ressort de l'entreprise et du patronat. Nous, ce qui nous paraît important, c'est que un travailleur étranger, une personne étrangère, pour une bonne intégration, il y a trois choses qu'il faut bien avoir en tête. Il faut, d'une part, lui donner les compétences nécessaires, d'autre part, qu'il ait accès à la langue du pays, et d'autre part, qu'il ait aussi des bases sur la citoyenneté et la façon dont on vit dans nos pays. Il est très important pour nous, en tant que PME, TPE, de pouvoir intégrer de nouveaux salariés, quels qu'ils soient, et de leur donner toutes les chances de réussite. Vous savez que dans beaucoup de métiers, il y aura une pénurie de main-d'œuvre, et ça peut être une réponse. En revanche, il faut le faire pour que l'intégration soit complète, et faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas une épée Damoclès, un risque pénal qui pèse sur la tête du dirigeant. Un point de vigilance aussi, c'est ne pas complexifier trop les choses. On voit qu'il y a la création de nouveaux titres, métiers en tension, carte talent. Il faut faire attention à ce que quand on demande la régularisation des personnes, il n'y ait pas un risque supplémentaire, aussi bien d'ailleurs pour la personne physique, le collaborateur qui est là, mais aussi pour l'entreprise.
Enfin, concernant l'apprentissage de la langue française, nous, ce que nous pensons, c'est que c'est un sujet de société qui revient complètement au pouvoir public. En revanche, ça nous paraît important tout de même que l'entreprise ait des moyens, des outils à disposition pour pouvoir répondre parfois dans le cadre de formation avec la branche, etc. Alors, est-ce que c'est via le CPF? Est-ce que c'est des outils qui pourraient passer par les OPCO? Ça reste à débattre. Il existe encore les MCCP, qui sont la maîtrise des compétences clés. Pourquoi ne pas développer des outils similaires sur l'apprentissage de la langue, et je crois que ça existe déjà dans certains secteurs, mais pourquoi ne pas le généraliser et favoriser le financement de ces outils, notamment via le FLE. Merci beaucoup. Merci Madame Posa. Monsieur le Président Dornano, alors pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais assez rapide, et se prépare à poser leurs questions, et on en terminera là après, Franck Menonville, Yves Bleven et Pierre Kuipers. On posera les 3 questions ensemble. Je vous demanderai d'être très concis, chers collègues, de manière à ce qu'on ait également des réponses concises, parce que je vous rappelle qu'on a une 2e table ronde dans la foulée. Merci. Pour compléter simplement de ce qui a été dit, plusieurs remarques. Premièrement, c'est vrai, on a des métiers en tension. Et pas que des métiers non qualifiés. On a beaucoup de métiers en tension très qualifiés. Donc c'est l'économie des bons salaires aussi. Hein, c'est ce qu'on devrait tous aussi souhaiter, construire la France d'une économie des bons salaires. Deuxièmement, en face de ça, on n'est pas dans la situation de la Suisse. Hein. On a encore 7% de taux de chômage et 2 millions de personnes, si ma mémoire est bonne, qui sont hors du scope. Ce qui c'est d'ailleurs un sujet assez terrible et dont on devrait se préoccuper. D'où d'ailleurs l'importance de construire l'apprentissage, d'inclure très vite les jeunes dans l'environnement de travail, parce que le travail, c'est un peu comme le sport, hein, c'est un rythme. Si vous incluez pas les jeunes alors qu'ils sont encore jeunes dans le travail, après vous les perdez et après vous vous retrouvez avec des gens qui sont complètement hors du marché du travail et qui sont plus difficilement employables et pour lesquels les efforts pour être employables sont beaucoup plus importants. Donc, avant même toute autre discussion, il y a énormément de gens aujourd'hui il y a d'une part un besoin des offres d'emploi qui sont non satisfaites, et en face de ça, il y a beaucoup de gens qui ont pour le moment pas d'emploi et qui sont donc en plus à la charge de la collectivité. Il y a un effort qui est à la fois un effort dans les entreprises et qu'on mène, et d'ailleurs le plein emploi, la première chose, c'est que ça oblige les entreprises à faire beaucoup d'efforts, et quand vous trouvez pas les gens, justement vous allez essayer de faire des formations interne, vous essayez de faire une partie du travail. Il y a aussi un vrai travail, un vrai investissement, une vraie question qui nous échappe, en tout cas en partie, même si, comme l'a dit Patrick, sur les lycées professionnels, il y a un vrai engagement qui pourrait être pris, mais sur l'éducation, d'une part, arriver à former les jeunes pour qu'ils sachent lire et écrire, hein, en 6e, qu'ils puissent arriver sur le marché du travail raisonnablement préparés. Et puis peut-être aussi, c'est beaucoup moins souvent dit, un sujet sur la santé, sur laquelle, parce qu'un certain nombre de gens qui sont inemployables, c'est aussi lié à des problèmes de santé, et donc il y a aussi des efforts à faire dans ce domaine-là. Mon 3e commentaire, c'est qu'il faut aussi collectivement rendre le travail attractif. Et le travail attractif, c'est le travail pour les gens qui rentrent dans l'emploi à des bas salaires par rapport à l'assistance. C'est aussi, comme l'a dit Patrick, le travail on a énormément de jeunes très qualifiés qui s'en vont. Parce que le travail en France, pour des jeunes qualifiés, n'est pas très attractif. Alors, c'est normal de partir. Quand on est jeune, on peut aussi voir le monde et peut-être qu'on revient mieux formé. Mais là, ce qu'on voit, c'est une France pour le travail qualifié qui devient pas très attractive. Et ça, il faut que collectivement, on s'interroge sur ce sujet parce que c'est un vrai problème. Nos entreprises, avec la montée, avec l'évolution économique, elles vont avoir besoin de plus en plus, mais tant mieux, c'est l'économie des bons salaires, de travailleurs, d'employés, de salariés, d'équipiers qualifiés. Et donc c'est vraiment important qu'on prenne ça en considération. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci, Monsieur le Président. Franck Menonville, ensuite Yves Bleven et Pierre Kuipers. S'il vous plaît, chers collègues, il nous reste quelques minutes. Si on veut laisser la possibilité à nos intervenants de répondre, faites le plus concis possible. Merci. Merci, Président. Très rapidement, et notamment pour rebondir sur les propos et l'intervention du Président Martin, je voudrais revenir sur l'arrêt de la Cour de cassation, et notamment qui donne obligation de droit au congé payé en cas d'arrêt maladie. Bon, j'étais
approché bien évidemment par votre mouvement au niveau départemental, par Thierry Young et par les responsables du Grand Est. C'est extrêmement pénalisant. Au niveau national, c'est plus de 2 milliards d'euros. Quelles sont les solutions qui pourraient être proposées On va prendre des questions dans la foulée. Donc Yves Bleven. Oui, Yves Bleven, sénateur du Morbihan. Rapidement, deux constats. Vous l'avez dit, le logement qui rentre dans une crise longue et grave, avec un parcours résidentiel complètement stoppé, une machine à produire du logement qui s'arrête, et en même temps des entreprises qui sont plutôt volontaires, et on est assez surpris et agréablement surpris en Bretagne de voir des entreprises chercher des solutions pour aider les collectivités à trouver des solutions de logement. Mais on n'a pas forcément tous les outils. Je pense aux foncières, je pense au démembrement de la propriété. Enfin, on a besoin d'inventer les outils. En parallèle de ça, la loi ZAN a obligé la mise en place des stradettes. La Bretagne a adopté son stradette au mois de juin et on est dans l'exercice compliqué de la répartition des enveloppes et on commence à s'en foutre, excusez-moi, sur la figure pour se partager le foncier. Et on voit bien que là, évidemment, la concurrence entre le foncier habitat et le foncier économique va être le sujet numéro 1. On a commencé, comme dans l'habitat, à parler de bail à construction. Certaines intercommunalités annoncent aux entreprises que les terrains seront proposés aux entreprises sous forme de bail à construction. Quand on arrive là sur le sujet du logement, sur le sujet des zones d'activité économique, n'est-il pas temps d'inventer l'outil ou les outils collectifs entre vous, entreprises, nous, collectivités, pour imaginer de mieux gérer le bien commun demain, parce que ce bien commun, le foncier, c'est devenu une denrée rare. Il va falloir qu'on le gère de façon collective. Mais je pense qu'on n'a pas les outils, on a besoin de les imaginer ensemble. Merci. Pierre. Merci, Président. Je me dépêche. Oui, je voudrais parler de la compétitivité qui a été évoquée tout à l'heure avec, ça a été dit par le Président Asselin, sur le tsunami normatif. Est-ce que vous pouvez me préciser si ce sont des normes françaises qui se rajoutent aux normes européennes et parce qu'à ce moment-là, la compétitivité, si on était tous aux mêmes normes, on serait bien sûr dans une situation plus agréable. Ensuite, deuxième point, la souveraineté. Nous avons perdu la souveraineté énergétique. Nous sommes en train de perdre la souveraineté alimentaire. Comment vous voyez, vous, de votre côté, la possibilité de redresser la barre et de reprendre la main justement sur cette question-là. Et puis, une question qui me chagrine, c'est le PGE, et voir de quelle manière l'État réagit et quelles conséquences aura plus précisément. Si vous ne pouvez pas nous apporter la réponse maintenant, de nous le faire par écrit. Merci. Merci. Donc voilà, la sollicitation de Pierre est intéressante aussi, si on essaye de le faire de manière concise, et après on pourra revenir par écrit sur des précisions plus importantes pour répondre aux différents sénateurs. Merci. Oui. Alors, si vous me permettez une cadence de mitrailleuse, en Cour de cassation, on sait que c'est la transposition, en l'occurrence directe par la Cour de cassation de cette directive européenne de 2003, dont le consensus, je dirais, les pouvoirs publics et les entreprises n'avaient pas souhaité transposer. Les voies de passage sont extrêmement étroites du fait que c'est fondé sur un texte européen. Et nous, on n'a pas compris que l'Union européenne était prête à revenir sur cette directive. Donc ça a été évoqué par François Asselin. On va essayer d'édulcorer, en bonne intelligence avec les pouvoirs publics, le ministère du Travail en particulier, le ministère de la Justice. On va essayer d'édulcorer l'impact de cette disposition en prenant effectivement appui sur deux choses. La première, c'est que, on le sait tous, le nombre de congés payés, le nombre de jours de congés payés en France est supérieur significativement d'ailleurs à ce qu'on observe dans d'autres pays. Donc ça veut dire que si on peut se caler en définitive, ne serait-ce que sur une moyenne de jours de congés payés à l'échelle européenne, ça, par définition, ça plafonnerait l'impact de cette dépense supplémentaire, de cette charge supplémentaire. Et le deuxième axe sur lequel on travaille, c'est que l'indemnisation des arrêts maladie est supérieure en France à ce qui existe dans les autres pays. Donc on va
essayer de jouer sur ces deux curseurs. Mais je suis désolé de vous dire ça. Nos adhérents sont très impatients d'avoir des réponses et sont très frustrés qu'on n'apporte pas dès à présent des réponses. Moi, je suis très réservé quant à notre capacité à trouver des solutions. Et François Asselin l'a dit, je le confirme, nos interlocuteurs syndicaux avec lesquels, d'une manière générale, la relation est assez bonne, nous disent, écoutez, nous, on a encaissé la réforme des retraites, vous encaissez les congés payés sur les arrêts maladie, balle au centre. Bon, c'est un peu décevant, mais enfin, ils sont dans leur rôle. Donc voilà, moi, je ne vois pas d'issue satisfaisante et sincèrement, c'est systémique, c'est dramatique ce qui se passe là et qui vient se conjuguer, je ne vais pas reprendre tout ce qu'on a dit tout à l'heure, avec d'autres mesures à l'étude ou d'ores et déjà arrêtées, mais qui, elles, pour le coup, ne sont pas d'inspiration européenne. Bien, deuxième point sur le logement, ça mériterait un développement beaucoup plus long. Moi, je voudrais, ça n'est pas exactement votre question ni votre remarque, moi, je voudrais attirer votre attention sur le fait que quand on regarde l'origine de l'augmentation massive du taux d'épargne des ménages, bien sûr des ménages plutôt aisés, une bonne part s'explique par le fait qu'ils n'investissent plus dans l'immobilier, pour une raison très simple, c'est que ça n'est plus rentable d'investir dans l'immobilier. Quand vous conjuguez le renchérissement du foncier, des coûts de construction, le renchérissement de la fiscalité, parce que quand vous êtes si vous investissez dans l'immobilier locatif, par définition, c'est fiscalisé au titre déjà de la taxe foncière. Et ainsi de suite. Et si, mais ça c'est un problème de riche, si par ailleurs vous êtes assujetti à l'IFI, a fortiori si vous êtes au taux plafond de l'IFI, vous perdez de l'argent au premier euro d'investissement dans l'immobilier. Donc je pense, et ça a été proposé par un certain nombre de fédérations, notamment la Fédération des promoteurs immobiliers, qu'au stade où nous en sommes, pour faire revenir de l'investissement locatif privé, il faut des mesures choc. Il a été évoqué ce qui avait été fait en 1993, si j'ai bonne mémoire, c'est-à-dire des abattements sur donation dès lors que les montants concernés seraient consacrés à de l'immobilier locatif. Il a été évoqué le statut de bailleur privé. Je crois qu'il faut véritablement un choc pour faire revenir déjà l'investissement privé. Ces débats sans fin sur le Pinel, c'est insupportable parce que ça crée une instabilité qui, aux yeux des investisseurs, pour un investissement qui par nature est un investissement long, c'est extrêmement dissuasif. Voilà. Après qu'on imagine d'autres dispositifs, et typiquement ceux que vous avez évoqués, oui, enfin, ça relève, si vous voulez, de la même temporalité de ce qu'imagine par exemple le président de la République, qui m'a dit la solution, c'est de révolutionner les techniques de construction. Il a probablement raison. Le problème, il est demain, il est aujourd'hui, il n'est pas dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans. Donc ça n'exclut pas de travailler sur des solutions de moyen et long terme, mais dans l'urgence, voilà. Sur les normes, moi je voudrais simplement rappeler que l'Union européenne au cours des 5 dernières années a produit 850 normes applicables aux entreprises. Donc, si vous me permettez l'expression, il y a un délire normatif qui est très partagé entre l'Union européenne et l'État français. Donc, pour ce qui concerne le MEDEF, moi je considère qu'il va falloir que nous soyons beaucoup plus présents à Bruxelles pour imposer en quelque sorte un principe de réalité, parce qu'il y a cette espèce de naïveté béate, jusqu'à une période récente en tout cas, des instances européennes, aussi bien la Commission que le Parlement. Et donc, il est grand temps qu'on éclaire un certain nombre de décisions. Je prends un seul exemple, le devoir de vigilance. Le devoir de vigilance, c'est presque la caricature cruelle de ce qui se passe. Je rappelle que le devoir de vigilance, le texte qui est à l'étude et qui est bien avancé d'ailleurs au niveau européen, est d'inspiration française. C'est la célèbre loi Sapin 2. Et dans l'état d'esprit qui est le nôtre, celui de nos gouvernants, évidemment la France doit faire école à l'échelle mondiale, et avec une forme de naïveté, il avait été dit, finalement, si l'Europe transpose Sapin 2 purement et simplement, c'est très bien, parce que nous l'avons déjà, et ça nous mettra sur un pied d'égalité avec nos concurrents européens, en l'occurrence. Bon, à part que le devoir de vigilance, c'est une singularité européenne, les Américains avec qui je parle sont ébahis. Ils ont la même réaction qu'à l'époque les Allemands quand nous avons instauré les 35 heures. Je dis que c'était une excellente nouvelle. Les Américains se disent que le devoir de vigilance est une excellente nouvelle.
Mais là où ça se corse, c'est qu'en définitive, si le texte qui est à l'étude au niveau européen s'applique, il ne s'appliquera pas de la même manière dans tous les pays européens, puisque en France, et par exemple pas en Allemagne, il y aura également des sanctions pénales. Et donc, c'est le principe de précaution puissance 15. Pour dissuader l'investissement ou tout simplement l'entrepreneuriat privé, il n'y a pas mieux. Donc nous, pour illustrer mon propos, la nouvelle directrice générale du MEDEF qui arrive lundi prochain est tout simplement la conseillère Europe du président de la République. Moi, j'ai mis en place une équipe Europe qui est extrêmement musclée. Il faut qu'on ait tous en tête là aussi la distorsion de moyens qui existe auprès des instances européennes entre d'une part les ONG, d'autre part les entreprises, et si on parle des entreprises, entre les différents patronats, les Allemands, d'ores et déjà, nos amis d'ailleurs, hein, du BDI, sont 5 fois plus nombreux à Bruxelles que nous ne le sommes, donc il faut absolument qu'on rééquilibre ça. Mais à la fin des fins, c'est le même combat en France et en Europe, c'est le combat que vous menez remarquablement avec le rapport que vous avez produit, et les suites que vous entendez y donner, nous serons très en soutien. Merci, Monsieur le Président. On est vraiment pressé par le temps cette fois-ci. Madame Posin, après Monsieur Dornano pour terminer, s'il vous plaît. On vous entend pas, Madame Posin. Non, visiblement, il y a vraiment un dysfonctionnement. C'est bon, non ? Parlez. Bon, s'il vous plaît, Monsieur le Président Dornano. Moi, je vais juste compléter quelques éléments, ce qui a été très bien dit par Patrick. Le premier point, c'est que sur la partie coût du travail, cette norme européenne, ces congés sur les arrêts maladie, ça vient dans un contexte français qui est défavorable. C'est-à-dire qu'on a un contexte européen général. Le contexte français, il faut le rappeler quand même, hein. En moyenne européenne, c'est 21% de charges patronales. En France, c'est 41% en moyenne. Certes, assez compétitif sur les bas salaires, mais dès que vous sortez des bas salaires, ça devient pas compétitif du tout. Et c'est 45% sur les cadres. 45% sur les cadres. Et à ça, pour que vous compreniez bien, il faut rajouter 30 milliards de taxes de production qui sont basées sur la masse salariale. C'est un tiers des taxes de production sont basées sur la masse salariale. Donc en réalité, on n'est pas à égalité du tout. On est dans une situation qui est dégradée, et dans cette situation dégradée, on nous applique une norme européenne supplémentaire. Juste pour vous donner cet éclairage. Sur le réglementaire, on a le pire du pire, parce qu'on a la surréglementation française qui s'applique qu'à nous, la surréglementation européenne qui s'applique qu'à l'Europe, mais comme tu l'as dit, qui touche pas le reste du monde, qui pas du tout concerne pas le reste du monde. Et puis en plus de ça, on a un troisième point, c'est la surtransposition française sur des règles européennes. On fait mieux, on veut être le mieux du mieux. Et ça, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, en tout début de présentation, sans aucune étude d'impact. On fait aucune étude d'impact. Alors je vous prends, pour compléter aussi sur Sapin 2 par exemple, la loi Sapin 2, en plus de tout ce qui a été dit, elle coûte très concrètement une entreprise, une ETI qui met en place la loi Sapin 2, elle voit arriver des conseils qui lui disent, bah là, alors il faut le faire bien, sinon vous savez, c'est pénal, etc. Donc c'est 200 000, 300 000 euros. Puis après, on vient pour CRDS, je les ai vus hier, ils vous redisent, alors pour déjà commencer à mettre tout en clair, c'est 150 à 200 000 euros. C'est ça la réalité d'une entreprise. C'est-à-dire on vient et on additionne une couche sur une couche sur une couche, et on dit c'est pas grave, pas d'impact, pas de mesure d'impact. Est-ce que c'est utile ? La loi Sapin 2, c'est peut-être utile pour des entreprises qui sont dans des marchés publics, etc. Est-ce que c'est utile pour toutes les entreprises ? Est-ce que c'est utile de la même manière pour une très grande, une ETI, une PME, etc. Est-ce qu'il ne faut pas adapter ? Et là, on a un vrai manque de stratégie qui aboutissent à quoi ? À rendre nos entreprises pas compétitives en France par rapport à l'environnement européen, pas compétitives en Europe par rapport à l'environnement mondial, et donc un affaiblissement, un appauvrissement dont souffrent à la fin de la journée les Français et les Européens. Donc ça, c'est le point. Et sur la compétitivité, la souveraineté, écoutez, je le redis, on a mis en France un système de droits de douane à l'envers. On a mis en France un système de droits de douane à l'envers. On taxe les entreprises françaises. C'est le contraire des droits de douane. On taxe plus les entreprises françaises ou étrangères qui produisent sur le territoire, avec toutes les externalités positives que ça peut générer, par rapport à celles qui produisent à l'étranger. C'est-à-dire qu'une entreprise française, d'ailleurs, peut très bien réussir, mais en produisant à l'étranger, pas en produisant en France.
Si elle produit en France, elle se prend... Alors, quand elle est très petite, elle est encore à peu près protégée, il y a des seuils, etc. Dès qu'elle passe ce seuil, qu'elle arrive à la taille moyenne PME, elle se prend la rafale. Du coup, elle grandit plus. En plus, elle ne peut pas se transmettre, donc elle est bloquée et elle ne passe pas à la taille ETI. Puis vous n'avez plus de grandes entreprises ou moins de grandes entreprises. Et ça, qu'est-ce qu'il en résulte ? Un appauvrissement collectif qui pénalise pas les entreprises, pas les entrepreneurs, mais l'ensemble de la collectivité. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour reprendre la souveraineté? Pas forcément faire des grands plans ou distribuer des subventions. Ce qu'il faut faire, on ne construit pas une usine parce qu'on vous donne des subventions. Une usine, c'est pour 20 ans. Vous allez construire une usine parce que vous êtes dans un environnement où vous pensez que vous allez pouvoir produire et vendre un produit de manière compétitive. Si vous ne pouvez pas, vous n'allez pas construire l'usine, vous n'aurez pas de réindustrialisation. Qu'est-ce qu'il faut pour reprendre la souveraineté française? Il faut simplement réaligner la France sur l'environnement européen. Ce n'est pas une politique de l'offre, c'est une politique du réalignement compétitif. La France, c'est un pays extraordinaire. On est créateur d'entreprises, inventeur, ingénieur, on a un track record d'invention qui est formidable. Et on a 3 façades océaniques, on est l'un des pays les plus agréables à vivre de l'Union européenne, on a tous les atouts pour être l'un des pays les plus performants. Et qu'est-ce qu'on a fait collectivement? On a rendu la production, l'investissement, le travail en France pas compétitif. Là où les autres pays, ce n'est pas une question non plus de dépenses publiques, hein, c'est une question de choix sur qui on fait porter la dépense publique. On fait porter la surdépense publique française sur les entreprises, mais c'est une folie en économie ouverte. Et donc le résultat de ça, c'est l'appauvrissement collectif. Merci, merci Monsieur le Président, et merci beaucoup Madame et Messieurs de votre présence ce matin et d'avoir donné ces explications. Je voulais juste apporter une toute petite précision. Il y a la simplification des normes, et vous l'avez dit, il y a la différenciation d'application entre les petites, les moyennes et les très grandes entreprises. À la rigueur, on peut faire comme essayent de faire en ce moment les Pays-Bas. Si un petit peut le faire, un grand peut le faire, et ils essayent de mettre en place des normes qui correspondent aux petites entreprises, qui après c'est beaucoup plus facile pour les grandes de le faire. Merci beaucoup, et on va passer à notre deuxième table ronde, et on n'a pas fini de travailler ensemble tous les sujets. Vous êtes actuellement la seule personne dans cette conférence.
qu'une